Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire en préambule que s'il apparaît que je vais tenir des propos apparemment décalés et critiques à l'égard de choses et de propos qui ont pu être tenus jusque-là, je ne voudrais pas apparaître comme le vieux schnock, l'ancêtre, le dinosaure doté de la parole, qui vient faire la morale. Je souhaite simplement que si je vous épargne les habillages scientifiques et théoriques de la sociologie, vous m'accordiez, et je vous en demande la bienveillance, vous m'accordiez qu'il s'agit d'un détour théorique parce que la rencontre entre des professionnels et des chercheurs n'a d'intérêt que si les chercheurs décalent le regard des professionnels pour leur permettre de mieux voir leur activité professionnelle, de la mieux réfléchir et peut-être de la faire progresser. Alors, je ne veux pas revenir ici sur ni le passage de l'équitation du domaine militaire, notamment en France, au sport, ça a été très bien dit hier, ni sur l'apparition du tourisme équestre dans les années 60 et quelques, et la naissance des poney clubs, tout ça c'est connu. Je rappellerai juste, en parlant de tourisme équestre, que l'Université d'Angers qui organise ce colloque est aussi la ville d'Angers fut la ville où se retrouvèrent Henri Roch, dont on a parlé, et quelques autres, pour le 4e rallye de tourisme équestre en 1964. C'est juste pour rattacher les choses. Je voudrais plutôt interroger dans cette petite intervention les choses qu'il y a entre l'opposition sport et loisirs, les choses qui se situent en dehors et à côté de l'opposition compétition, éducation de base, compétition cheval-plaisir. Et insister plus largement sur la relative méconnaissance des pratiques du cheval qui ne se pratiquent pas dans le dispositif. Pardonnez-moi une seconde, le dispositif c'est pour moi, après Michel Foucault, un philosophe un peu important, le dispositif, si vous voulez, c'est l'ensemble de tous ces intervenants, de toutes ces institutions qui, de l'École nationale d'équitation, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à la Fédération française, au club, à leurs dirigeants, à quelques revues, etc., constituent le monde qui parle, qui raisonne et qui organise les activités équestres officielles. Je donnerai qu'un exemple de mon souci de sortir du dispositif. On nous a parlé, ma collègue d'Angers nous a parlé hier du développement durable. Je pense que si dans les institutions on ne parle guère de développement durable, on peut défendre l'idée que les pratiquants individuels qui ont un cheval chez eux ou chez un voisin, qui ont une jument ou deux poulinières, sont beaucoup plus prêts et soucieux de développement durable que les grosses entreprises ou que les grosses institutions. Simplement pour montrer comment on peut trouver des pratiques équestres qui concernent le plus grand nombre des équitants, mais sont relativement ignorées des institutions. Il y a 15 ans, quand je disais aux officiers des haras qu'il y avait plus de chevaux hors des studbooks que dedans, on me rigolait au nez. Depuis que la loi a imposé le marquage de tous les équidés, et des chevaux en particulier, nous savons maintenant que la population équine elle-même est plus importante chez les chevaux d'origine non constatée, voire transformés ensuite en cheval de selle, que dans les races étiquetées et labellisées. Alors vous avez travaillé hier sur les chevaux qu'on vient voir, et je voudrais réinterroger rapidement les images du cheval. En effet, il ne suffit pas, à mon avis, de dire que le cheval attire, que le cheval est à la mode, pour rendre compte de ce dont il est porteur. La publicité, jusque dans les années 70,
reposait sur le concours hippique. M. Guerlain faisait un parfum qui s'appelait Habit Rouge, et la société Hermès, qui produit la sellerie de luxe, puis les vêtements du même niveau, montrait des chevaux en situation de concours hippique pour défendre son image. Le dernier parfum d'Hermès montre un cheval qui vole avec un oiseau juste au-dessus. Donc on est bien passé d'un cheval discipliné, au sens toujours de Michel Foucault, c'est-à-dire contraint, enrainé et extrêmement artificialisé, au cheval naturel. Si l'on regarde la cinématographie, pour ne rester que dans la cinématographie française, on est passé de Crin Blanc, le premier film qui raconte les aventures d'un échange entre un cheval de Camargue et un petit garçon, à Danse avec lui, au dernier film avec Marina Hans, dont le titre m'échappe sur l'instant, c'est-à-dire à un film où l'échange entre l'humain et le cheval devient une métaphore des échanges interpersonnels avec un risque d'anthropomorphisme, c'est-à-dire une tendance assez fréquente à voir dans le cheval un autre être humain, ce que confirme la fréquentation des blogs internet, des sites de jeunes gens et particulièrement de jeunes filles, et aussi la lecture de la presse enfantine consacrée au cheval, dont on devrait peut-être plutôt dire qu'il s'agit d'une presse infantile plutôt que d'une presse enfantine. Alors, au-delà de ces réflexions sur ce que les gens recherchent dans la fréquentation et dans les pratiques du cheval, je pense qu'il faut s'interroger sur ce que nous pouvons trouver au-delà de l'apprentissage technique qui puisse développer l'acquisition de compétences, c'est-à-dire de compétences rationnelles, mais aussi de compétences relationnelles. Les catégories administratives, poney, tourisme, cheval de loisirs, la catégorie sociologique de Vérène Chevalier d'abandon du pratique parce que les gens ne prennent plus de licence professionnelle, sont à réinterpréter, à mon avis, pour reconstruire. Or, les professionnels construisent la demande des cavaliers. On peut considérer que la demande de pratique équestre est largement surdéterminée par les offres qui sont proposées aux candidats à la pratique équestre. Et l'essor et le développement des pratiques individualisées sont à lire, à mon avis, comme la dernière solution que trouvent un certain nombre de candidats à la pratique équestre, faute de trouver dans les institutions ce dont ils ont envie, ce qu'ils souhaitent. On a parlé aussi dans cette assemblée de besoins de formation. Or, on sait bien que les besoins de formation ne sont qu'une traduction dans la grille des institutions d'une attente et que la formation est toujours une négociation entre les objectifs des apprenants et les objectifs de ceux qui sont censés accompagner ces apprentissages. Je n'ose pas dire de formateurs, parce que telle n'est pas ma conception de la formation. Alors, je souhaiterais donc interroger plutôt les pratiques, plutôt que les pratiques étiquetées, quelles relations les cavaliers d'aujourd'hui, les pratiquants du cheval d'aujourd'hui essaient de développer. Je voudrais donner quelques exemples pour montrer par exemple que les amateurs de cheval arabe ne constituent pas une catégorie, en ce sens qu'il y a ceux qui élèvent des chevaux et les entraînent pour la course, il y a ceux qui ont choisi de pratiquer l'endurance, il y a ceux qui pratiquent le show, c'est-à-dire élèvent des animaux ou les possèdent de façon à obtenir
une figure de cheval esthétique et conforme au canon, puisqu'il s'agit aussi de concourir dans les concours de beauté. Mais on trouve aussi, quand on fait une étude un peu ethnologique, et je l'ai conduite partiellement dans le département d'Indre-et-Loire, on trouve aussi des amateurs de cheval arabe qui se contentent d'avoir quelques poulains de temps en temps dans leur pré, qui ne les montent pas et dont le seul plaisir est de voir courir ces animaux superbes dans leur pâturage, à côté ou en dehors des vaches. On sait bien que des propriétaires de mérins ou de cheval frison, des fanatiques du trotteur islandais, possèdent et entretiennent des chevaux en dehors des pratiques plus répertoriées, par exemple par la Fédération française. Par courtoisie pour l'institution qui nous accueille, je ne regretterai pas trop longtemps l'abandon par les haras nationaux du soutien qu'exerçait l'État dans l'élevage de ces diverses catégories. De la même façon, je voudrais dire ici que l'opposition entre l'usage cavalier du cheval et l'usage comme animal domestique tel que Jean-Pierre Digard a pu la théoriser ne me convient pas beaucoup, parce que si il y a bien deux extrêmes à cette pratique du cheval, le cheval réduit à l'outil de la performance et le cheval réduit au nounours qu'on caresse, au doudou, je pense que la plupart des pratiques équestres se répartissent sur ce continuum où il y a toujours un peu de câlinage, un peu d'admiration esthétique, un peu d'utilisation, autrement, même le cheval de chaux sur lequel on ne monte pas, on est obligé de lui apprendre un certain nombre de gestes pour qu'il se présente au mieux de sa forme. Donc si ces deux attitudes figurent bien des extrêmes, elles se combinent avec nuance et finalement, y voir là deux pratiques opposées ne permet pas de rendre compte de ce que recherchent les équitants et les candidats équitants. De la même façon, l'opposition entre compétition et pratique à des fins personnelles ne dit pas tout de la diversité des attentes. Élever un poulain est une source de satisfaction et cependant, beaucoup de gens, pour se persuader eux-mêmes qu'ils ont réussi dans cet élevage, vont présenter leurs produits dans un concours ou dans une compétition ou dans une rencontre amicale. L'amateur de dressage académique qui va se présenter sur les rectangles développe bien d'autres choses que sa seule volonté de gagner. Et je pense que les plus grands cavaliers, et leurs témoignages sont là pour le dire, ont recherché autre chose qu'un apprentissage, le leur ou celui du cheval, pour aboutir à une complicité. Et je pense qu'en ce sens, la tradition française de l'équitation que nous avons obtenue récemment de voir reconnaître par l'UNESCO est bien le signe que même de grands professionnels du cheval recherchent aussi cette relation de sympathie et d'échange réciproque. Alors, face à des attitudes variées et complexes face à des attitudes variées et complexes, je pense qu'on peut dire deux choses. La première, c'est que les institutions ne peuvent actuellement pas bien répondre à ces demandes compliquées et que les territoires dans lesquels s'exercent ces institutions ont une difficulté en raison de l'organisation administrative, des services de tourisme, de l'organisation des sports, etc., ont une difficulté à faciliter l'accueil
de ces disciplines, de ces pratiques un peu variées. Pour s'en sortir, il me semble, il faut faire appel au concept de niche, au sens où il y a des niches écologiques, c'est-à-dire des lieux réduits où, en dehors d'un écosystème extrêmement unifié, apparaissent et se développent des formes marginales autres, ou au sens de la niche économique, où à côté d'une agriculture extensive, par exemple en France, on a pu voir se développer une agriculture de type biologique. Donc, il me semble utile de réfléchir au soutien qu'on est susceptible d'apporter à ces niches, en particulier d'accueillir des expériences qui seraient intéressantes pour les cavaliers et sortiraient des actuelles propositions. Je ne donnerai, et je conclurai là-dessus, que quelques exemples. Je pense que beaucoup de candidats cavaliers seraient intéressés à pouvoir monter pendant quelques jours dans leur vie des chevaux de course. Sans vouloir faire de l'équitation de travail et faire de la compétition, beaucoup de cavaliers prendraient plaisir à apprendre à trier des veaux. Nous avons parlé avant-hier, de longer un cheval. Il ne serait pas inutile qu'on puisse trouver des occasions de travailler le cheval en liberté, ce qui ne s'enseigne quasiment nulle part. Les professionnels pratiquent des cascades. Où un jeune amateur intéressé va-t-il apprendre à pratiquer la cascade? Enfin, et je m'arrêterai là puisque je vais bientôt avoir dépassé mes 2 minutes, enfin, les spectacles, les tournois, les figurations équestres sont très nombreuses et il me semble qu'il y aurait là un domaine où non seulement les touristes viendraient regarder, mais où on pourrait enseigner, perfectionner les pratiques du spectacle à cheval. Et je prendrai l'exemple des masterclass en la musique classique. Un professionnel reconnu accueille de jeunes instrumentistes pour les faire avancer dans leur pratique du violon, du piano. Mais en même temps, cela donne un concert auquel le grand public est convié. Il me semble qu'il y a là une possibilité pour l'équitation, pour les pratiques équestres, de permettre aux pratiquants d'aller plus loin dans leur pratique et d'accueillir un public de spectateurs. Merci.